Merci. Donc Jérôme, tu as la tâche extrêmement difficile de conclure cette table ronde, mais aussi de partager avec nous donc, le prisme qui est le tien. Tu as aussi vécu, je pense, au Moyen-Orient, au Liban, et tu t'es aussi intéressé à la Turquie. Donc tu as aussi un regard, disons, international sur ces questions. Donc je t'en prie, à toi la parole. Merci Jamila, et merci au Réseau 1905 de m'avoir invité. Alors, bon, je ne veux pas parler en académique ici, mais plutôt en témoin et en tant que citoyen. J'avais prévu un laïus un peu long, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais poster ce texte sur le site de Nation République Sociale, donc pour ceux qui sont intéressés, ils pourront voir. Alors effectivement, moi je dirais, simplement comme citoyen, j'ai été très frappé quand l'espace de 30-35 ans, en gros, les termes du débat politique ont totalement changé. C'est-à-dire que la laïcité est assimilée à gauche à un athéisme d'État, ce qui est quand même assez étonnant. Parce que ce discours, c'était celui de l'extrême droite. D'ailleurs, le petit film d'avant le montre très bien. Hein. Si le clergé n'a pas les moyens de vivre sur front public, alors ça serait une catastrophe, etc. Donc, c'est ce qu'on reprochait à des gens aussi brillants que Clémenceau, que de vouloir précisément instituer un athéisme d'État. Bon, maintenant, c'est la gauche qui tient le discours. Ça devrait quand même nous interroger. Et moi, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup frappé, en fait. Ce que je crois aussi, et là, ça fait un lien immédiat avec ce que dit Yves Mamou, c'est que la France a découvert dans la mondialisation qu'elle avait une culture spécifique, en fait. Et alors, c'est très compliqué cet après-midi, parce que on va parler d'universalisme, on parle d'universalisme, mais je vais vous parler de culture et de culture nationale aussi. Et le problème, c'est d'articuler les deux. C'est pas parce qu'on parle d'universel et d'universalisme qu'on va nier les nations et les cultures. Et je pense qu'il y a, dans un certain nombre d'esprits à gauche, d'extrême confusion par rapport à ça. Bon, pour des gens qui ont des problèmes avec l'histoire, j'aimerais simplement que les gens à gauche, maintenant, nous classent quelqu'un comme Robespierre, par exemple. Hein, il est compliqué, Robespierre. Simplement, il disait, bah oui, on n'aime pas les missionnaires armés. Oui, mais ça n'empêchait pas d'être universaliste et d'être absolument patriote. Le patriotisme est passé de l'ultra-gauche, en fait, si l'on veut, maintenant à l'ultra-droite, ce qui est quand même un problème énorme, et on aura l'occasion d'y revenir. Et je crois qu'effectivement, la mondialisation nous a révélé ça. Alors, bon, et là c'est peut-être un petit travers académique, mais je pense que pour comprendre ce qui se passe, c'est intéressant d'utiliser des modèles de comparaison. Je pense que la vérité vient souvent, enfin en tout cas la vérité, le progrès dans la connaissance vient de la comparaison en sens social. Et c'est vrai qu'il y a deux modèles qui sont intéressants, c'est le Liban et le Canada. Alors le cas du Liban a déjà été évoqué tout à l'heure, je vais y revenir. À chaque fois on voit bien que justement les logiques communautaristes provoquent des logiques de sécession qui ont une fonction et un intérêt tout à fait extraordinaire, c'est qu'on passe du gouvernement démocratique à la gouvernance, c'est-à-dire à la régulation fine d'intérêts changeants, d'intérêts sociaux. En ce sens, on peut comprendre aussi que le gouvernement représentatif et la démocratie, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ce sont des pays très différents, mais j'y viendrai, et Régis Debray le dit si bien, le Liban est à la proue et nous sommes tous dans le même bateau. D'ailleurs, je dois vous confesser aujourd'hui, première confession publique, que si j'ai eu tant d'ennuis à Lyon, c'est parce que j'avais défendu la mémoire d'un intellectuel libanais qu'on appelait l'artisan de l'intifada, l'indépendance en 2005, qui s'appelait Samuel Kassir, qui d'ailleurs était syro-palestinien. Et quand j'ai défendu sa mémoire, un certain nombre de gens, indigènes de la République de Lyon, m'ont dit « Mais quel est ce blanc qui veut parler le langage des nègres ?» C'est vrai que quand j'ai entendu ça à l'époque, je dois vous dire que ma sidération était totale. Alors, un an après, ces gens signaient les indigènes de la République, ça s'est passé un peu après, mais là, je sentais que quelque chose était décroché, en fait.
Ce qui était décroché, on peut dire que c'est la civilisation occidentale. Moi, je dirais que c'est la raison irraisonnable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il était impossible de dire qu'effectivement, il était très mal de tuer un intellectuel comme Seif Kassir sans immédiatement qu'on soit l'ennemi du peuple palestinien, etc. etc. C'est grotesque et absurde, hein, mais c'est effectivement ce que j'ai eu à subir. Et je dois vous dire que les soutiens des collègues ne sont pas évidents dans ce genre de choses. Voilà, je crois qu'il faut quand même le dire. Alors, le modèle libanais, eh bien, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est sans doute une des premières sociétés post-modernes, hein, tous les sens du terme. Dissolution de la souveraineté, pour plein de raisons. Il y a l'environnement géopolitique. Enfin, je ne sais pas s'il y a un débat, on pourrait y revenir là-dessus. Donc le modèle libanais, rappelons-le, c'est 17 communautés qui se partagent le pouvoir. Oui, tu fais bien. Alors, elles se partagent le pouvoir. Disons que, comme le disait le théoricien marxiste Mahdi Hamil, qui était un chiite, qui était assassiné par le Hezbollah, d'ailleurs c'est toujours très intéressant à observer, eh bien, en réalité, le citoyen n'est pas représenté par l'État directement, il l'est par le biais, effectivement, de confessions qui, de fait, s'organisent politiquement. Et vous avez une séparation du pouvoir selon les confessions. Alors, les grandes confessions occupent... il y a un triumvirat, en quelque sorte, qui est l'émanation de cette pluralité confessionnelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et voilà, c'est ce que j'essaie d'écrire dans ce texte, en réalité, et c'est ça qui frappait beaucoup ce marxiste-là, c'est que la lutte des classes, elle disparaît en fait. Les conflits classiques, nous on dirait l'opposition entre salariat et capital, se dissout, ça devient des luttes entre des élites qui représentent les confessions. Et à chaque fois, effectivement, qu'il y a un problème social, et ça a commencé dans la montagne libanaise, ça c'est très ottoman comme affaire, quand les paysans maronites se sont soulevés, on s'est dit, ah mais c'est les chrétiens qui font problème, évidemment. Alors qu'en réalité, ces paysans-là, au XIXe siècle, se soulevaient contre leur église, contre leurs propriétaires fonciers. Et on a un conflit social qui est devenu une guerre confessionnelle, et il faut le dire à un moment, une extermination qui a eu une réplique dans les années 1980. Donc, pourquoi je pense, et pourquoi Régis Debray, qui connaît très bien cette affaire, pense que c'est un modèle d'avenir, c'est qu'on voit bien comment la conflictualité, je dirais, démocratique traditionnelle se pervertit complètement, dans des luttes qu'on peut appeler essentialistes, on va revenir là-dessus, mais surtout, et c'est ça qu'on voit avec les indigènes de la République et tous ces histrions là qu'on observe un peu partout, il y a des individus qui disent « nous représentons la communauté ». Et ils le font. Alors au Liban, ils l'ont fait aussi, il y a eu l'acte milicien, hein, il y a eu la participation à la guerre. Mais ces gens-là qui se sont, je crois il y a un an, exprimés ici, en quelque sorte, ils veulent être les porte-paroles et les chefs de race qui s'instituent à la place des citoyens. C'est ça. Et pour revenir à ce que disait Guilain sur le mariage et sur les communautés, donc ça donne que chaque individu se marie dans sa communauté. Ah, c'est absolument essentiel. Alors, c'est d'ailleurs le cœur. Donc il n'y a pas de mariage civil. Non, bien sûr. Il n'y a pas d'État. En réalité, il n'y a que des communautés. Alors, il y a un État. C'est-à-dire que si tu te maries à l'étranger, eh bien l'État va valider ton affaire. Bon, d'ailleurs, en Israël, c'est pareil. Vous savez, la laïcité, c'est une denrée très rare, en fait, dans le monde. Hein. Je suis même pas sûr qu'on puisse dire que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne soient des États laïques. Et c'est pour ça qu'il faut les protéger. Donc, quand des Libanais veulent faire un mariage laïque, alors il y a eu une exception récente, mais ils ont refermé. Ils vont à Chypre, ou ils vont en France, ou ils vont ailleurs. Et là, l'État peut reconnaître. Et effectivement, ce que disait Guylain Chevrier du mariage laïque est tout à fait essentiel. Et les jeunes Libanais militants laïques, eux, ont essayé. Ils y sont arrivés une fois. D'ailleurs, ils ont gagné. Ils ont réussi à faire un mariage constitutionnel, en quelque sorte, en non confessionnel, en utilisant des failles dans la loi. Mais on m'a assuré que maintenant tout cela est refermé et qu'on va... Alors, la raison est très simple d'ailleurs, ils le disent, les dirigeants de communautés, confessionnelles ou non, sans morale, il n'y a pas de religion. Alors moi je disais, mais avec toutes les religions que vous avez, mon Dieu, vous, hein, pas les Libanais, hein, parce que c'est une très grande différence, vous avez quand même commis beaucoup d'actes de guerre très problématiques, et il semble que la pluralité des morales religieuses n'empêche rien du tout, bien au contraire. Ce que je veux dire aussi, il y a un autre trait qui est très important, c'est ce que disait Mahdi Hamil, c'est que la liberté religieuse, elle devient menacée en fait. C'est que cette concurrence des communautés, qui est justement pas une conférence tranquille, aboutit à ce que selon les époques, il y ait des communautés hégémoniques. Et donc là, la liberté religieuse des autres va en souffrir. Et je pense que les imbéciles là, qui peuplent les universités, il faut bien le dire, et qui prônent ce genre de choses, ne se rendent pas compte que ce type de concurrence est absolument catastrophique. Alors, il y a un troisième point qui me semble important à l'époque de la mondialisation,
ce sont les pétromonarchies du Golfe, qui ont un rôle terrible dans des petits pays comme le Liban, parce qu'ils ont énormément d'argent, et qui nourrissent effectivement... alors au Liban, ça a été la wahhabisation, très, très clairement. Et l'islam libanais, quand même, a quand même beaucoup souffert, notamment dans des villes comme Tripoli, on va dire des agissements de ces personnages-là. Moi, j'ai vu, parce que j'y vais quand même assez souvent, j'ai vu l'évolution et le pouvoir corrupteur. Mais ne croyez pas que les Libanais soient tout à fait exceptionnels, ce sont des humains comme tout le monde. D'ailleurs, nous avons une classe politique extrêmement corrompue par l'argent du Golfe. Donc, moi, j'ai observé ce genre de phénomène autrefois, nous le vivons maintenant. Alors... Pour en arriver au modèle canadien, peut-être ? Alors oui, je vais arriver au modèle canadien, parce que bon, j'y ai vécu au Canada une année en fait, pour étudier dans les archives de Karl Polanyi, voilà, qui a terminé sa vie au Canada. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les libéraux, si on peut dire, la gauche canadienne, des adeptes de Trudeau, expliquaient que le souverainisme québécois était un fascisme. Et moi, ça m'a énormément choqué, parce que je voyais qu'au même moment, beaucoup de gens ne voyaient aucun problème à ce que, finalement, eh bien, on fasse entrer la charia dans la loi canadienne. Il y a eu des discussions là-dessus. Alors, bon, je me suis un peu des détails, ce serait trop long un peu pour tout le monde, mais une partie de la gauche multiculturaliste, et là j'y viens, celle qui se fait financer effectivement sans difficulté, disait, mais après tout, selon notre naissance, on pourrait avoir une loi, alors là, en l'espèce c'était musulmane, qui va décider notre sort. Et souvent, ce sont des femmes d'origine maghrébine, parce qu'il y avait beaucoup de Marocaines, en fait, notamment au Canada, c'est des gens que j'ai connus à l'époque, qui étaient les premières à se battre de cette affaire-là. Et je me suis dit, mais comment on peut défendre des identités oppressives, fermées, et d'où nous tenir un discours de l'ouverture? Là, il y avait une contradiction que, à mon sens, effectivement, la lecture de Christopher Lasch ou d'autres, alors paradoxalement, si vous lisez Slavoj Žižek, c'est un marxiste un peu particulier, mais il veut dire ce genre de choses. C'est-à-dire que cette classe dirigeante, eh bien, quelque part, elle a le capitalisme mondial a son idéologie adéquate. Là, en ce sens, il y a une détermination marxienne qui est quand même assez forte. Et c'est pourquoi, je veux dire, à l'université, partout, dans les UIT, dans les écoles, on aura beaucoup de mal parce qu'on a une idéologie dominante qui est l'émanation d'une classe dominante. Alors, comment on peut s'en sortir? C'est le principe de la démocratie. C'est-à-dire que, par définition, la démocratie, c'est un homme, une voix. Le capitalisme, c'est $1, canadien ou pas, une voix. Et effectivement, si on arrive à faire valoir un point de vue démocratique, on pourra peut-être s'en sortir. Et comment le faire? Je pense qu'il n'y a pas 10 000 solutions. Je pense qu'effectivement, il faut réinventer le patriotisme d'une façon ou d'une autre. Et se rappeler que celui qu'on peut défendre, c'est pas le nationalisme haineux, patati, c'est bien la nation politique. Alors qu'est-ce que c'est que la nation politique à la française? C'est quelque chose de très particulier. C'est un modèle d'ailleurs qui a plu à beaucoup de gens en fait de par le monde. C'est l'organisation du peuple selon la démocratie. C'est rien que ça en fait. Bon, alors on en voit un peu les linéaments dans ce qu'on a vu, mais cette idée de nation politique, c'est-à-dire, c'est là où il peut y avoir une souveraineté, bien évidemment, qui va s'exercer. Ça, c'est l'antithèse absolue de la souveraineté du capital, qui a quand même beaucoup d'avocats. Je voulais vous lire Orwell, qui est quand même pas un nazi ordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, voilà ce qu'il écrivait dans Le Lion et la licorne. Le patriotisme n'a rien à voir avec le conservatisme, bien au contraire, il s'y oppose, puisqu'il est essentiellement une fidélité et une réalité sans cesse changeante, et que l'on sent pourtant mystiquement identique. Réfléchissez un peu à cette phrase, je crois qu'elle indique l'essence du patriotisme, effectivement, à la française. Alors, s'il faut conclure, je ne sais pas si d'ailleurs on peut vraiment conclure dans cette affaire, on a un vrai problème. Soit, effectivement, le communautarisme triomphe, et il peut triompher pour une raison très simple, c'est que l'être humain a besoin de limites. Le régime du capitalisme mondialisé, c'est un régime sans limite, en quelque sorte. Et ça, vous avez Pierre-André Taguieff, je répète, Žižek, qui disent toujours la même chose. Donc, l'homme a besoin d'instituer la limite. Je précise en plus que l'homme, il produit en société pour vivre, mais c'est la grande leçon de l'anthropologie. Il y a une école maternelle Lévi-Strauss à côté, je viens de le voir. Il produit de la société pour vivre aussi. Voilà. Et je pense que la gauche a un problème avec cette affaire-là. Et si on veut produire de la société pour vivre de la façon la plus rationnelle, la plus universelle, la plus humaine et vivable possible,
effectivement, il y a des formes d'appartenance qui sont désirables et d'autres qui sont parfaitement détestables. Mais à nous expliquer que l'homme n'a pas à s'appartenir, sauf ceux qui, effectivement, ont les moyens de vivre entre eux, et ça, on voit très bien qui c'est, et là, je les ai dénoncés, alors on va avoir de très, très grosses difficultés. Et donc, c'est ça, soit effectivement, soit cette classe transnationale, cette super classe, cette overclass, comme on dit en anglais, et ces idiots utiles multiculturalistes, qui sont partout, qui distribuent l'argent public. D'ailleurs, je vais terminer là-dessus pour faire une apologie de la liberté de la science. Et comme ce n'est pas mon habitude, je vais faire l'apologie du frère de Karl Polanyi, qui s'appelait Michael Polanyi, qui était un libéral pur et dur. Michael Polanyi réfléchissait à l'idée de politique scientifique. Il a tout de suite compris que c'était une absurdité. Alors, c'est les régimes de l'Est, justement, qui faisaient une politique scientifique. Pour une simple et bonne raison, c'est que la vérité n'est pas politique. Alors, monsieur Serge Thion, monsieur Forisson à Lyon, qui était très connu, eux, ils pensent que la vérité est politique. Et je dirais d'ailleurs que ceux qui pensent que la psychanalyse était une science juive, ceux qui pensent, et qui ont des avatars maintenant dans les universités, c'est quand même ça l'idée, hein, la science des Blancs, la science des Juifs, etc. Bon, je crois que on a un problème là-dessus. Il y a une logique de la liberté qui n'est pas une logique du politique. Et nous avons un problème, nous, en tant qu'académiques, maintenant, c'est l'État. L'État, l'État de la Troisième République, qui nous protégeait d'une certaine façon, maintenant, il risque de nous opprimer ou de nous contraindre par des systèmes de financement, de prétendue interprétation de la domaine social, à dire ce que ces pouvoirs-là ont envie qu'on dise. Alors ça, c'est quand même extrêmement grave. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les universitaires aient des financements indépendamment de ces conduites par projet où il y a, et là, je brûle d'envie de citer des noms, en fait, de gens qui, au nom de la science, entre guillemets, il faut voir quel genre de science distribuent de façon discrétionnaire et assez scandaleuse à certains projets et pas d'autres, au nom d'une idéologie très particulière. Donc, oui, effectivement, la science et la politique, c'est pas la même chose, et j'ai beau être un homme de gauche au sens traditionnel du terme, mais ceux qui transforment les amphithéâtres en centres de propagande, et j'en connais beaucoup, ça va pas du tout. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment d'avoir échangé, partagé avec nous, réfléchi sur cette question essentielle de l'universalisme à travers des prismes différents. On a compris qu'on a un méchant problème entre les mains. Et de quoi on a besoin maintenant ? Non, d'une pause.